Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur, neuroscientifique de la décision et également neuroéconomiste. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus anciens débats philosophiques, le libre arbitre. Cette question fascinante qui interroge notre capacité à choisir librement nos actions est plus pertinente que jamais pour comprendre les mécanismes derrière chacune de nos décisions. À travers les réflexions de philosophes comme Spinoza, Sartre et Hobbes, et même les découvertes modernes en neurosciences, nous allons explorer comment ces perspectives peuvent enrichir notre compréhension de la prise de décision. Vous vous demandez sans doute, et fort à propos d'ailleurs, pour quelles raisons un scientifique qui vise à vous aider à améliorer votre prise de décision défendrait-il l'idée selon laquelle vos décisions ne sont point les vôtres? Même si je reconnais le bien fondé de votre questionnement, je vous invite tout de même à ne point tirer de conclusions hâtives. L'objectif est de vous donner des clés pour mieux appréhender les influences, souvent inconscientes, qui guident vos choix, afin de vous aider à reprendre le contrôle et ainsi à mener une vie plus intentionnelle. Maintenant que j'ai déployé cette prolepse, allons dans le vif de notre sujet du jour. Dans cet épisode, je vais vous emmener, comme je l'ai dit, à travers des réflexions de philosophes comme Spinoza, Sartre, Thomas Hobbes, qui ont tenté de répondre à la question: sommes-nous réellement libres ou bien nos actions sont-elles déterminées par des forces qui échappent à notre contrôle? Ensuite, nous explorerons comment les découvertes récentes en neurosciences, notamment les expériences de Benjamin Libet et aussi de John Dylan Haynes, ont bouleversé notre compréhension, notre conception du libre arbitre. Que révèlent ces études sur notre capacité à choisir librement? Enfin, nous verrons comment la psychologie et la neuroplasticité offrent des perspectives fascinantes sur la manière dont nous pouvons renforcer notre capacité à prendre des décisions conscientes, des décisions plus intentionnelles. Alors, que vous soyez convaincu de votre liberté ou que vous doutiez de votre capacité à choisir, cet épisode vous donnera des clés pour mieux comprendre les mécanismes derrière vos décisions et vos actions. Donc c'est parti, plongeons dans le débat entre libre arbitre et déterminisme. L'histoire de l'humanité est jalonnée de grandes questions philosophiques et l'une des plus fascinantes, sinon des plus déroutantes, concerne notre capacité à choisir librement nos actions. Sommes-nous maîtres de nos décisions ou bien nos choix sont-ils simplement les résultats d'une chaîne causale qui échappe à notre contrôle? Cette question, celle du libre arbitre, n'a cessé d'intriguer les philosophes depuis des millénaires. Et aujourd'hui, elle est réinterprétée à la lumière des neurosciences modernes. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à notre propre expérience quotidienne, nous avons l'impression d'avoir le contrôle sur nos actions. Vous choisissez peut-être d'écouter cet épisode en ce moment même, de faire une pause ou de reprendre plus tard. Cela semble être une décision que vous avez prise consciemment. Mais est-ce réellement le cas? Ou est-ce que ce choix, comme tant d'autres, est influencé par des processus inconscients échappant à la volonté réelle? Les philosophes, depuis l'Antiquité, ont proposé des réponses variées à cette question. D'un côté, il y a les déterministes classiques, tels que Spinoza ou Hobbes, pour qui l'univers tout entier, y compris les actions humaines, obéit à une chaîne causale. Chaque événement est le produit d'un événement antérieur. Tout comme les lois de la nature gouvernent le mouvement des planètes ou la croissance des arbres. Si tout ce qui se produit a une cause antérieure, alors nos actions ne font pas exception. L'homme, comme tout le reste, serait simplement un rouage dans cette vaste machine de la nature. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous décidez un matin de prendre un café plutôt qu'un thé. Ce choix, qui peut sembler banal, pourrait en réalité être le résultat de multiples facteurs qui vous échappent. Vos habitudes, l'odeur du café dans la cuisine, votre niveau d'énergie et même des souvenirs enfouis dans votre mémoire. Ces éléments ont influencé votre décision sans que vous ayez pleinement conscience de leur influence.
Du point de vue déterministe, cette décision n'était peut-être pas vraiment un choix libre, mais plutôt la conséquence inévitable d'une série de causes. Mais cette vision du monde, aussi logique soit-elle, a toujours rencontré une résistance. Après tout, si nos actions sont entièrement déterminées par des forces externes ou internes, où se situe notre responsabilité morale? Si tout est déterminé, comment peut-on juger quelqu'un coupable de ses actions? La réponse à ces questions a poussé certains philosophes à adopter une position plus nuancée, celle du compatibilisme. Donc, le compatibilisme, défendu par les penseurs comme David Hume ou Thomas Hobbes, tente de concilier le déterminisme avec une forme de libre arbitre. Selon cette vision, il est possible d'être à la fois déterminé et libre, dans le sens où nos actions peuvent être causées par les événements antérieurs, mais elles sont néanmoins le produit de nos désirs et de nos intentions. En d'autres termes, tant que nos actions suivent nos désirs et ne sont pas contraintes par des forces extérieures, elles peuvent être considérées comme libres, même si elles sont déterminées. Revenons à l'exemple du café. Si votre envie de café découle de vos préférences personnelles et n'est pas le résultat d'une contrainte externe, on pourrait dire, dans une perspective compatibiliste, que vous ayez agi librement. Vous avez peut-être été influencé par vos habitudes, mais tant que vous avez suivi votre propre désir, il y a une forme de liberté dans cette action de prendre du café. En revanche, d'autres philosophes, notamment les existentialistes comme Jean-Paul Sartre, ont défendu une vision bien plus radicale du libre arbitre. Donc pour Sartre, l'homme est condamné à être libre. Dans son existentialisme, il n'y a pas de détermination possible qui pousse à agir. Nous sommes totalement responsables de nos choix. Et cette liberté absolue est à la fois un fardeau et une bénédiction. L'homme, selon Sartre, n'a pas d'excuse. Même lorsqu'il se conforme aux attentes sociales ou suit des habitudes enracinées, il est toujours responsable de choisir, d'agir de cette manière. Imaginons cette fois une décision plus lourde, comme celle de changer de carrière. Pour Sartre, même si cette décision peut sembler influencée par des facteurs externes, vos finances, votre famille, votre environnement, c'est toujours vous qui, en dernier ressort, choisissez d'agir ou non. Et cette liberté totale peut créer une immense angoisse existentielle. En effet, si tout dépend de nos choix, cela signifie que nous ne pouvons plus nous dérober à la responsabilité qui en découle. Chaque action ou chaque inaction est un acte de liberté. À ce stade, le débat entre les philosophes reste ouvert. Le libre arbitre existe-t-il vraiment ou bien sommes-nous pris dans un réseau de causes et d'effets dont nous n'avons pas conscience? Et c'est ici que les neurosciences entrent en jeu, apportant une perspective inattendue et on va dire troublante. Dans les années 1980, un neurologue du nom de Benjamin Libet a mené une série d'expériences qui allaient changer à jamais notre conception du libre arbitre. Libet demandait à des participants d'effectuer un mouvement simple, comme appuyer sur un bouton, et de signaler à quel moment ils avaient consciemment pris la décision de le faire. Pendant ce temps, l'activité cérébrale des participants était enregistrée grâce à un électroencéphalogramme. Les résultats furent saisissants. Libet découvrit que l'activité cérébrale qui précède le mouvement, ce qu'il appela le potentiel de préparation, survenait quelques millisecondes avant que les participants ne soient conscients de leur intention d'agir. Je parle bien de l'intention d'agir. Autrement dit, le cerveau semblait avoir décidé de l'action avant que la personne ne soit consciente de cette décision. Cette découverte souleva des questions fondamentales. Si notre cerveau initie des actions avant que nous n'en ayons pleine conscience, où se situe notre libre arbitre? Avons-nous vraiment le contrôle? Ou sommes-nous simplement en train de rationaliser des décisions prises par notre cerveau, en coulisses? Donc, Libet lui-même était prudent dans ses conclusions. Il ne pensait pas que ces résultats signifiaient la fin du libre arbitre. Selon lui, même si le cerveau amorce l'action de manière inconsciente, la conscience joue un rôle crucial dans la validation ou même dans l'annulation de cette action.
En d'autres termes, nous aurions un veto sur nos actions. Nous pourrions stopper une action après avoir pris conscience, même si, eh bien, elle a été initiée inconsciemment. Donc, imaginons à nouveau un exemple simple. Vous êtes sur le point de dire quelque chose de choquant à un collègue, mais à la dernière seconde, vous vous ravisez. Peut-être que l'impulsion initiale de parler est née inconsciemment, mais votre conscience a pu intervenir à temps pour stopper l'action. Donc, ce mécanisme de veto, selon Libet, serait une forme de libre arbitre modifié, une capacité à réguler nos impulsions qui sont, on va dire, automatiques. Mais toutefois, les recherches ne se sont pas arrêtées là. Depuis les travaux de Benjamin Libet, d'autres études ont approfondi cette question. En 2008, le neuroscientifique John Dylan Haynes a mené une expérience encore plus troublante. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qu'on appelle IRMF, Haynes a pu prédire les choix de ses sujets, par exemple appuyer sur un bouton à droite ou à gauche, jusqu'à 7 secondes, je dis bien 7 secondes, avant qu'il n'en soit conscient. Donc 7 secondes, c'est une éternité dans le domaine des neurosciences. Donc ces résultats suggèrent que nos décisions conscientes pourraient être influencées par des processus cérébraux bien plus anciens et plus enracinés, échappant à notre contrôle immédiat. Donc, ces découvertes ont alimenté le discours de ceux qui, comme Sam Harris, soutiennent que le libre arbitre est une illusion. Harris, philosophe et neuroscientifique, argue que nos actions sont toujours déterminées par des causes externes ou internes que nous ne maîtrisons pas, qu'il s'agisse de nos gènes, de notre environnement ou même de processus cérébraux inconscients. Selon lui, la liberté que nous croyons avoir n'est qu'une construction de notre esprit. Donc, prenons un exemple de la vie quotidienne. Lorsque vous conduisez, il vous arrive probablement de tourner le volant sans y penser, en répondant aux signaux routiers presque automatiquement. Ce type de comportement repose sur des processus inconscients. Mais que dire des choix plus complexes, comme choisir un partenaire de vie, comme décider de déménager dans une nouvelle ville, ou même un choix de carrière. Harris soutiendrait que même ces décisions, que nous considérons comme profondément réfléchies, sont le produit de facteurs que nous ne contrôlons pas pleinement. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes condamnés à une existence totalement déterminée. Pour mieux comprendre pourquoi nous avons l'impression d'être libres, alors que de nombreux processus se jouent à notre insu, il est important de se pencher sur la manière dont le cerveau fonctionne réellement. Une partie de cette illusion vient de notre conscience, qui est lente par rapport à de nombreux processus inconscients du cerveau. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsque nous conduisons ou réalisons des tâches familières, notre cerveau utilise des automatismes pour économiser de l'énergie mentale. Il est vraiment important de le savoir. Cela permet de libérer la conscience pour d'autres tâches, mais cela signifie aussi que nous ne sommes pas conscients de toutes les décisions qui sont prises en coulisses par notre cerveau. Donc cela nous amène à une question importante. Si tant de choses se déroulent inconsciemment, comment pouvons-nous parler de responsabilité morale? Si le libre arbitre est une illusion, est-ce que cela signifie que personne n'est vraiment responsable de ses actions? C'est une question, on va dire, importante. Donc cette question a des implications profondes, non seulement pour la philosophie, mais aussi pour le droit et aussi pour la société. Donc, les philosophes compatibilistes offrent une réponse intéressante à ce dilemme. Ils suggèrent que même si nos actions sont influencées par des processus inconscients, nous pouvons toujours être tenus responsables si nos actions sont en accord avec nos désirs, en accord avec nos intentions. En d'autres termes, tant que nos décisions ne sont pas directement contraintes par des forces extérieures, par exemple sous la menace d'une arme ou d'une maladie mentale invalidante, nous pouvons être considérés comme ayant agi librement. Ce modèle de libre arbitre modifié laisse de la place pour la responsabilité morale. Prenons un exemple pratique dans le cadre de la justice pénale. Si une personne commet un crime, mais que ce crime est le résultat d'une impulsion incontrôlable due à un déséquilibre chimique dans le cerveau, cette personne est-elle aussi responsable qu'une autre personne qui a commis le même crime sans avoir cette excuse biologique?
Ici, la question du libre arbitre entre en jeu de manière cruciale. Les tribunaux doivent évaluer la capacité d'une personne à avoir contrôlé ses actions. C'est là que la psychologie et donc les neurosciences apportent des éclairages supplémentaires. Dans des cas de pathologie mentale, comme bien, les troubles compulsifs ou même la schizophrénie, les neurosciences montrent clairement que certains comportements échappent au contrôle conscient de l'individu. Ça a été démontré. Par exemple, une personne souffrant de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs, peut être poussée à réaliser des actions répétitives, même si elle est consciente de leur irrationalité. Donc ici, l'action est dictée par des processus neurologiques dysfonctionnels, ce qui soulève la question de la responsabilité. Mais cependant, pour la majorité des individus, même si certaines actions sont initiées de manière inconsciente, la conscience permet encore d'intervenir. Donc cela nous amène à l'idée de la conscience réflexive. Bien que de nombreuses décisions soient amorcées inconsciemment, nous avons la capacité, par la réflexion, de revoir et de modifier nos choix avant qu'ils ne se manifestent pleinement. C'est ici que se situe le libre arbitre selon certains neuroscientifiques et certains philosophes. Non pas dans l'initiation de l'action, mais dans la capacité à moduler ou à corriger ses impulsions initiales. Imaginons une situation courante. Vous êtes en colère, après une remarque déplacée d'un collègue. Votre première impulsion est peut-être de lui répondre durement. Cette impulsion a été générée par des réactions automatiques de votre cerveau limbique, qui est responsable des émotions. Cependant, grâce à votre cortex préfrontal qui a pour rôle de réguler les émotions et planifier les actions, vous pouvez intervenir, vous calmer et choisir une réponse plus mesurée. Même si l'impulsion initiale a été inconsciente, la manière dont vous gérez cette émotion peut être vue comme un acte de libre arbitre. Des études sur la neuroplasticité ont montré que la capacité à moduler nos actions, à exercer notre volonté consciente sur nos impulsions, peut être renforcée par l'entraînement. Des pratiques comme la méditation ou même la thérapie cognitivo-comportementale, le TCC, peuvent littéralement reconfigurer les circuits neuronaux pour améliorer notre contrôle conscient sur les processus automatiques de notre cerveau. Donc, en cela, la neuroplasticité donne de l'espoir aux défenseurs du libre arbitre modulable. Même si nos actions sont souvent déterminées par des processus inconscients, nous avons la capacité de réorienter ces actions et ce pouvoir peut être renforcé avec la pratique. Prenons un exemple concret de la vie de tous les jours. Imaginez que vous essayez de suivre un régime, mais chaque jour, vous êtes tenté par des sucreries. Si vous laissez vos impulsions inconscientes vous guider, vous finirez par manger des sucreries. Mais avec de la pratique et parfois un encadrement psychologique, vous pouvez renforcer votre capacité à dire non. Ce contrôle croissant sur vos impulsions est le résultat d'une réconfiguration neuronale, une réconfiguration mentale. Donc cela soulève la question suivante: si nous pouvons moduler nos décisions, pourquoi certains d'entre nous y parviennent mieux que d'autres? Cela dépend de nombreux facteurs, y compris des prédispositions génétiques, mais aussi des habitudes mentales que nous avons cultivées au fil du temps, au fil de notre vie. Certaines personnes sont naturellement plus enclines à réfléchir avant d'agir, tandis que d'autres réagissent plus impulsivement. Cependant, la bonne nouvelle est que notre cerveau reste flexible tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et cette capacité à moduler nos actions peut être améliorée, comme je l'ai dit, par la pratique. Des études ont montré que des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent littéralement renforcer le cortex préfrontal, donc la région du cerveau qui est responsable de la régulation des émotions et également de la régulation des impulsions. Avec le temps, les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation développent une meilleure capacité à répondre consciemment à des situations stressantes plutôt que de réagir automatiquement, de réagir impulsivement. En d'autres termes, elles développent un libre arbitre renforcé. Pour cela rejoint les enseignements philosophiques de nombreuses traditions, y compris le stoïcisme qui insiste sur la capacité de l'individu à contrôler ses réactions aux événements extérieurs. Les stoïciens croyaient que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive,
nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons, ce qui est essentiel. Donc, ce principe est aujourd'hui confirmé par les neurosciences. Bien que certaines actions soient initiées de manière inconsciente, nous avons encore la possibilité d'intervenir et de choisir une réponse plus adaptée à nos désirs. Ainsi, le libre arbitre, bien que limité par certains processus inconscients, existe sous une forme modulable et peut être renforcé par des pratiques intentionnelles. Mais alors, qu'en est-il des situations où les décisions sont vraiment prises en une fraction de seconde, comme lors d'un accident ou d'une situation d'urgence? Ces décisions instantanées révèlent-elles aussi du libre arbitre ou sont-elles purement automatiques? Dans ces situations de stress intense, le cerveau bascule souvent en mode réflexe, où des processus inconscients prennent le contrôle. Pensez à une situation où vous avez évité de justesse un accident de voiture. Dans ce cas, ce n'est pas votre conscience qui a dicté vos actions, mais votre cerveau reptilien qui a réagi à la menace. Donc cela illustre le fait que dans certaines circonstances, notre libre arbitre est largement suspendu au profit de mécanismes de survie automatiques. Et cependant, dans des situations plus réfléchies, notre libre arbitre peut revenir au premier plan. Donc cela montre la complexité du débat autour du libre arbitre. Si nous sommes influencés par des mécanismes inconscients, nous avons néanmoins la capacité d'exercer un contrôle dans certaines situations, en particulier lorsqu'il s'agit de comportements réfléchis ou habituels. Cette capacité à contrôler nos actions peut être renforcée par l'entraînement, par de l'introspection. Donc, en conclusion, les neurosciences nous montrent que le libre arbitre, tel que nous le concévions, est peut-être une illusion partielle. Mais elle révèle également que notre conscience joue un rôle crucial dans la validation ou la modification de nos actions. Même si beaucoup de nos décisions sont initiées inconsciemment, nous avons la capacité d'intervenir, de moduler nos comportements et même de reconfigurer notre cerveau pour améliorer ce niveau, cette capacité de contrôle. Le libre arbitre n'est donc pas une illusion complète, mais plutôt un processus dynamique que nous pouvons cultiver et renforcer. Alors, à la lumière de ces enseignements et de ces découvertes, que devons-nous conclure? Sommes-nous libres? La réponse semble être à la fois oui et non. Nous sommes influencés par des facteurs inconscients, mais nous avons également une part de contrôle, une marge de manœuvre que nous pouvons agrandir par la pratique. En d'autres termes, notre liberté n'est peut-être pas totale, mais elle existe et elle peut être cultivée au fil du temps. J'espère que cela vous aura donné matière à réflexion sur vos propres choix, sur vos actions et la manière dont vous percevez votre liberté de décider. Peut-être que la prochaine fois que vous serez confronté à une décision importante, vous vous demanderez dans quelle mesure vous êtes vraiment libre ou si votre cerveau a déjà décidé pour vous. Donc à bientôt pour un prochain épisode. Nous continuerons à explorer le fascinant croisement entre les neurosciences, les sciences de la décision et parfois la philosophie, en abordant de nouveaux sujets qui nous aideront à mieux comprendre notre esprit et à mieux comprendre notre comportement. Dans nos prochains épisodes, nous plongerons dans un autre débat fascinant, la quête du sens, dans un monde incertain. Je vous expliquerai comment, grâce aux neurosciences et à la philosophie, vous pouvez trouver votre but dans la vie et comment vous organiser pour l'atteindre. À l'aide des idées de Nietzsche, de la psychologie moderne, nous explorerons comment les êtres humains, même confrontés à un univers sans valeur intrinsèque, peuvent encore trouver du sens et du but dans leur vie. Entre nihilisme et résilience psychologique, nous découvrirons comment la création de sens est non seulement une question philosophique, mais aussi et surtout un mécanisme biologique fondamentalement important dans vos décisions de tous les jours. D'ici là, je vous encourage à réfléchir à vos propres décisions, à examiner comment vos pensées et vos choix sont influencés et donc à essayer, si possible, d'exercer un peu plus de contrôle conscient sur vos actions en suivant les recommandations, n'est-ce pas, que je vous ai partagées dans cet épisode. Après tout, comme nous l'avons vu, même si notre liberté est peut-être limitée, elle n'est pas inexistante. Et avec du temps, avec de la pratique, nous pouvons tous apprendre à mieux moduler nos comportements et à exercer notre volonté d'une manière plus intentionnelle.
En résumé, que vous pensiez être totalement libre ou non, ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez d'aborder cette liberté relative. Donc encore une fois, merci pour votre attention. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour plus de contenu transformateur. Souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science améliore vos vies et améliore vos décisions. Je vous remercie.